Le Moyen Âge est souvent décrit comme une période sombre et statique, un âge où le progrès aurait été en sommeil. Pourtant, cette vision est bien loin de la réalité. Bien que marqué par des défis politiques, religieux et sociaux, le Moyen Âge a aussi été une ère de créativité et d'innovation qui a profondément influencé le monde que nous connaissons aujourd'hui. Contrairement au mythe de l'âge sombre, cette époque a vu naître des inventions révolutionnaires, des outils agricoles perfectionnés aux avancées dans les sciences. En passant par des techniques de construction impressionnantes, les esprits médiévaux ne manquaient ni d'ingéniosité ni d'ambition. Dans cette vidéo, nous allons explorer les innovations clés du Moyen Âge à travers différents domaines. Vous découvrirez comment des inventions agricoles comme la charrue à versoir ont transformé les récoltes, comment des progrès dans le transport comme l'étrier ont changé les batailles et comment des découvertes scientifiques ont ouvert la voie à la Renaissance. Préparez-vous à être surpris par des anecdotes captivantes qui montrent que le Moyen Âge était loin d'être figé, mais au contraire profondément dynamique. Bon visionnage. Le Moyen Âge, souvent perçu comme une période statique et obscurantiste, a en réalité été le théâtre de transformations profondes, notamment dans le domaine agricole. Ces révolutions agricoles ont joué un rôle crucial dans le développement des sociétés médiévales, favorisant l'expansion démographique, l'émergence de nouvelles structures sociales et économiques, ainsi que l'essor des villages et des villes. À travers des innovations techniques et des adaptations ingénieuses, les populations médiévales ont su relever les défis imposés par leur environnement, créant ainsi les bases d'une agriculture plus productive et durable. L'une des innovations les plus emblématiques de cette période est sans doute la charrue lourde, apparue entre le 8e et le 9e siècle. Contrairement à la charrue légère utilisée dans le monde méditerranéen, adaptée au sol sablonneux et léger, la charrue lourde a été conçue pour les terres argileuses et compactes d'Europe du Nord. Cette charrue, équipée d'un soc métallique et d'un versoir, permettait de retourner les sols épais en profondeur, assurant une meilleure aération et une fertilisation naturelle des terres grâce au retournement de la matière organique. Son introduction a révolutionné l'agriculture en augmentant considérablement les rendements. En outre, son usage a profondément influencé l'organisation sociale et spatiale des campagnes. En effet, pour utiliser cette charrue, il fallait des équipes d'animaux de trait, souvent plusieurs bœufs ou chevaux, et une collaboration entre les agriculteurs. Cela a conduit à la formation de villages regroupés autour des terres arables, marquant une étape importante dans l'organisation communautaire des sociétés rurales. Une autre innovation cruciale du Moyen Âge est l'introduction du collier d'épaule pour les chevaux au Xe siècle. Avant cette invention, les chevaux étaient équipés de harnais anciens, souvent des colliers de gorge, qui exerçaient une pression sur la trachée et limitaient considérablement leur capacité à tirer des charges lourdes. Le collier d'épaule, en revanche, répartissait le poids sur la poitrine et les épaules de l'animal, permettant une traction plus efficace et sans douleur. Grâce à cette simple modification, la force de travail des chevaux a doublé, ce qui a permis d'augmenter la productivité agricole et de réduire la dépendance envers les bœufs plus lents. Cette innovation a également eu des implications économiques majeures. Elle a facilité les échanges en permettant un transport plus rapide des marchandises, contribuant ainsi à l'intensification des activités commerciales à l'échelle locale et régionale. Outre ces avancées liées aux outils et aux animaux de trait, le Moyen Âge a vu l'émergence et la diffusion de nouvelles technologies énergétiques, notamment les moulins à vent et les moulins à eau. Ces installations, bien que connues dans l'Antiquité, ont été perfectionnées et largement adoptées au cours de la période médiévale, jouant un rôle clé dans la mécanisation de nombreuses activités agricoles et artisanales. Les moulins à eau en particulier étaient utilisés pour moudre le grain, une tâche essentielle dans la société où le pain constituait la base de l'alimentation. Cependant, leur utilité ne s'arrêtait pas là. Ils servaient également à scier le bois, à fouler les textiles, à fabriquer du papier et à extraire le métal. Un exemple remarquable est le moulin de Barbégal, en Provence, souvent considéré comme l'une des premières usines au monde. Cet impressionnant complexe, qui date de l'époque romaine, mais a continué à fonctionner au Moyen Âge, comprenait une série de moulins à eau disposés en cascade, permettant de traiter de grandes quantités de grains avec une efficacité inégalée.
Les moulins à vent, quant à eux, se sont répandus principalement dans les régions dépourvues de cours d'eau suffisamment puissants pour alimenter des moulins hydrauliques. Cette installation, qui exploite l'énergie éolienne, ont permis aux agriculteurs de maximiser l'utilisation des ressources naturelles disponibles, illustrant ainsi la capacité des sociétés médiévales à adapter leur technologie à leur environnement. Leur contribution a été particulièrement importante dans les régions comme les Flandres, où les terres basses et marécageuses rendaient difficile l'accès à d'autres formes d'énergie. Ces innovations techniques s'accompagnaient d'une organisation plus sophistiquée des terres et du travail agricole. Le système de rotation triennale, par exemple, s'est progressivement imposé à partir du IXe siècle dans de nombreuses régions d'Europe. Contrairement au système biennal, où une partie des terres était laissée en jachère chaque année, la rotation triennale divisait les terres en 3 parcelles, une consacrée aux cultures de printemps, une autre aux cultures d'automne et une troisième laissée au repos. Ce système permettait non seulement d'augmenter la surface cultivée chaque année, mais aussi d'améliorer la fertilité des sols, assurant ainsi des récoltes plus abondantes et régulières. Cette pratique, combinée à l'usage de la charrue lourde et des chevaux de trait, a transformé l'agriculture médiévale en un système beaucoup plus productif. Ces révolutions agricoles ont eu des conséquences profondes sur la société médiévale. L'augmentation des rendements a permis de nourrir une population en croissance rapide, favorisant l'expansion des villages et des villes. Elle a également libéré une partie de la main-d'œuvre agricole, permettant à certains de se consacrer à des activités artisanales ou commerciales. En parallèle, la multiplication des échanges a stimulé le développement des marchés et des foires, contribuant à l'émergence d'une économie plus diversifiée et dynamique. Le Moyen-Âge est une période de transformation profonde dans l'art de la guerre et les stratégies de défense. Bien que souvent perçu comme un temps de brutalité et de conflits incessants, il a également été une ère d'innovation militaire marquante, allant de l'évolution des fortifications aux avancées dans les armes et les tactiques. Ces progrès ont non seulement redéfini la manière dont les batailles étaient menées, mais ont aussi façonné les sociétés médiévales, influençant les structures de pouvoir et les relations entre les différentes classes sociales. L'une des innovations les plus emblématiques de l'époque médiévale est sans conteste le château fort. Apparu dès le IXe siècle en réponse aux invasions vikings et autres menaces, les premiers châteaux étaient souvent de simples fortifications en bois construites sur des collines artificielles appelées mottes. Ces structures rudimentaires comprenaient en effet une motte ou monticule surmontée d'une tour en bois et une cour basse protégée par une palissade. Ces fortifications étaient rapides à ériger et offraient une protection efficace contre des assauts limités. Cependant, avec le temps et surtout à partir du XIe siècle, ces édifices en bois furent remplacés par des constructions en pierre, beaucoup plus résistantes aux attaques et au feu. Les châteaux en pierre, avec leurs murs épais, leurs tours de guet et leurs donjons, devinrent des symboles de puissance seigneuriale et des outils essentiels pour le contrôle du territoire. Parmi les exemples les plus impressionnants, le château de Dover, en Angleterre, illustre parfaitement cette évolution. Construit initialement en bois, il fut renforcé en pierre au XIIe siècle sous le règne d'Henri II. Grâce à ses doubles enceintes, ses tunnels souterrains et ses remparts massifs, il a survécu à de nombreux sièges, notamment lors de la tentative d'invasion française en 1216. Dover n'était pas seulement une forteresse, mais aussi un centre logistique et une base militaire stratégique, démontrant comment les châteaux forts avaient dépassé leur simple fonction défensive pour devenir des centres de pouvoir politique et militaire. Parallèlement à ces avancées défensives, les armes utilisées au combat ont également connu des progrès significatifs. L'arbalète, introduite en Europe vers le XIIe siècle, est l'une des armes les plus emblématiques de cette période. Dotée d'une puissance de tir exceptionnelle, elle permettait de transpercer les armures les plus épaisses, rendant les chevaliers en armure vulnérables. Cette arme, facile à manier et nécessitant moins de formation qu'un arc long traditionnel, devint rapidement populaire parmi les armées européennes. Cependant, son efficacité meurtrière suscita des controverses. En 1139, lors du concile de Latran, l'Église catholique alla jusqu'à condamner l'usage de l'arbalète contre les chrétiens, la qualifiant d'arme inhumaine. Malgré cette interdiction, elle fut largement utilisée, notamment par les mercenaires génois, célèbres pour leur habileté à manier cette arme lors des croisades. L'arbalète, en rendant la guerre plus accessible aux fantassins, remit en question la domination des chevaliers sur les champs de bataille,
contribuant à une transformation progressive des armées médiévales. Une autre innovation capitale qui a influencé la guerre médiévale fut l'introduction des étriers. Les étriers, qui permettent au cavalier de stabiliser sa position en selle, ont eu un impact majeur sur la cavalerie. En donnant aux cavaliers une meilleure maîtrise de leurs mouvements et une capacité à porter des coups puissants sans risque de déséquilibre, ils ont transformé les chevaliers montés en une force redoutable. Avant leur diffusion en Europe, les combats à cheval étaient plus risqués et les cavaliers avaient tendance à éviter les affrontements directs. Avec les étriers, les chevaliers pouvaient engager des charges massives et dévastatrices, jouant un rôle clé dans de nombreuses batailles médiévales. Cette innovation, originaire d'Asie, illustre comment les échanges culturels et techniques ont enrichi l'art de la guerre en Europe. Le Moyen-Âge voit également l'introduction en Europe d'une innovation militaire encore plus révolutionnaire, la poudre à canon. Originaire de Chine, cette invention a été introduite sur le continent européen au cours du XIVe siècle, où elle a rapidement transformé la guerre. Initialement utilisée pour fabriquer des armes simples comme les pétards ou les bouches à feu, la poudre à canon permit bientôt le développement des premiers canons. Ces armes, bien que rudimentaires au départ, devinrent de plus en plus efficaces avec le temps, rendant obsolètes les fortifications médiévales traditionnelles. L'un des événements les plus marquants illustrant l'impact de la poudre à canon est la chute de Constantinople en 1453. Lors de ce siège, les Ottomans, sous le commandement de Mehmed II, utilisèrent d'immenses canons pour briser les murailles de la ville, réputées imprenables jusque-là. Parmi ces armes figurait le canon basilic, une pièce d'artillerie gigantesque capable de tirer des projectiles pesant plusieurs centaines de kilos. Bien que les murs de Constantinople aient résisté pendant des siècles à d'innombrables attaques, ils ne purent faire face à cette nouvelle technologie, marquant ainsi la fin d'une ère et le début de l'âge des fortifications bastionnées. Les innovations scientifiques et médicales au Moyen-Âge, bien qu'elles soient souvent perçues comme rudimentaires en comparaison avec celles de la Renaissance ou des époques modernes, ont joué un rôle crucial dans le développement des connaissances et des pratiques. Cette période s'étendant sur près d'un millénaire fut loin d'être une simple époque de stagnation. Les échanges culturels, notamment entre le monde chrétien et le monde islamique, ont permis la transmission et l'amélioration de nombreuses idées et outils. Ces innovations, parfois modestes en apparence, ont néanmoins eu un impact significatif sur des domaines comme l'astronomie, la navigation et la médecine, posant les bases des avancées futures. Parmi elles, l'astrolabe, les premières lunettes astronomiques et les progrès en médecine médiévale méritent une attention particulière. L'astrolabe, instrument emblématique du Moyen-Âge, est l'un des exemples les plus frappants de l'héritage scientifique transmis par le monde islamique à l'Europe. Bien que son origine remonte à l'Antiquité grecque, cet outil a été perfectionné par les savants musulmans, qui en ont fait un instrument polyvalent pour l'astronomie, la navigation et la géométrie. Importé en Europe à travers l'Espagne musulmane ou les croisades, l'astrolabe a révolutionné la compréhension du cosmos et des repères terrestres. Cet instrument permettait de déterminer l'heure, la latitude ou encore les positions des étoiles en fonction des coordonnées locales. Les marins européens du Moyen-Âge, notamment ceux qui s'aventuraient dans des eaux inconnues, l'utilisaient pour s'orienter. Une anecdote célèbre raconte que Christophe Colomb aurait emporté un astrolabe perfectionné lors de ses expéditions vers le Nouveau Monde, bien que des boussoles plus modernes aient également été utilisées. Au cours de la navigation, l'astrolabe a également aidé les astronomes à mieux comprendre les mouvements célestes, facilitant la transition vers les modèles cosmiques plus avancés qui émergeront plus tard. En parallèle, d'autres outils de l'observation céleste ont vu le jour au Moyen-Âge. La lunette astronomique précoce, bien qu'elle ne ressemble en rien au télescope moderne, illustre l'ingéniosité des savants médiévaux. Dès le XIIIe siècle, des verres grossissants étaient utilisés non seulement pour observer les astres, mais aussi pour étudier de près des textes ou des objets. Ces premières lentilles étaient parfois rudimentaires, mais elles marquent les débuts de l'optique en tant que science appliquée. Dans certaines régions d'Europe, les monastères et universités médiévales étaient des centres d'expérimentation où des moines et des érudits cherchaient à affiner ces instruments. Ces recherches sur les lentilles grossissantes ouvriront la voie à l'invention des lunettes et télescopes plus performants à la Renaissance, tels que ceux de Galilée. Le Moyen-Âge n'a pas seulement été une période de progrès dans les sciences physiques, mais aussi dans le domaine de la médecine. Contrairement à la vision courante d'une médecine médiévale primitive, de nombreuses avancées notables ont eu lieu, notamment grâce à l'influence des bimaristans ou hôpitaux islamiques.
Ces institutions bien organisées et dédiées à la fois aux soins et à l'enseignement ont inspiré la création des premiers hôpitaux en Europe. Ces lieux ne se limitaient pas aux soins des malades, ils étaient également des centres d'études où des manuscrits médicaux, souvent traduits de l'arabe, étaient conservés et analysés. Des figures comme Avicenne, dont le canon de la médecine a été traduit en latin, ont eu une influence majeure sur la pratique médicale en Occident. En Europe, la médecine médiévale a évolué grâce à des figures telles que Guy de Chauliac, un chirurgien français du XIVe siècle. Auteur du Chirurgia Magna, il a compilé des connaissances médicales issues de sources grecques, arabes et européennes. Son ouvrage, qui traitait de sujets tels que les fractures, les plaies et les amputations, était si complet qu'il est resté une référence jusqu'à la Renaissance. Une anecdote intéressante au sujet de Guy de Chauliac est qu'il a continué à soigner les malades, même pendant la peste noire, offrant des descriptions précieuses des symptômes et des pratiques médicales de l'époque. Cette attitude courageuse témoigne non seulement de son dévouement, mais aussi de l'importance accordée aux observations empiriques dans la médecine médiévale. Parmi les autres avancées médicales notables, on peut citer l'utilisation de plantes médicinales, souvent étudiées dans les monastères. Ces lieux de savoir conservaient des jardins botaniques où des herbes aux vertus curatives étaient cultivées. Les moines copiaient également des manuscrits médicaux contribuant à préserver et transmettre des connaissances essentielles. Par exemple, des ouvrages sur la saignée ou l'utilisation de cataplasmes étaient couramment diffusés. Si certaines pratiques, comme les traitements basés sur les humeurs corporelles, semblent aujourd'hui dépassées, elles reposaient néanmoins sur des théories cohérentes pour l'époque. Les progrès en médecine et en sciences durant le Moyen-Âge sont également liés à l'émergence des universités. Fondées à partir du XIIe siècle, ces institutions, comme celles de Bologne, Paris ou Oxford, offraient des formations structurées en médecine, droit et théologie. Les étudiants en médecine y étudiaient des textes classiques et islamiques, tout en s'entraînant à la dissection d'animaux pour mieux comprendre l'anatomie. Bien que les dissections humaines soient rares en raison des restrictions religieuses et culturelles, elles étaient parfois autorisées, ouvrant ainsi la voie à une meilleure compréhension du corps humain. Au Moyen-Âge, les transports et les échanges jouent un rôle crucial dans le développement des sociétés européennes, favorisant la circulation des biens, des idées et des innovations à travers des territoires souvent fragmentés. Cette période, bien qu'elle soit parfois perçue comme une ère de stagnation, a vu des transformations notables dans les infrastructures de transport, les techniques de navigation et les structures architecturales, notamment les ponts, qui ont contribué à l'expansion des réseaux commerciaux et à l'unification des régions. Les routes médiévales, l'évolution des navires comme les caravelles et les ponts en arc constituent des jalons importants dans cette histoire des échanges. L'une des premières préoccupations au Moyen-Âge fut l'entretien et l'amélioration des anciennes voies romaines, qui avaient servi de colonne vertébrale au commerce et à la communication sous l'Empire romain. Ces routes, souvent pavées et solides, traversaient l'Europe et connectaient les principales villes et régions. Cependant, après la chute de l'Empire, leur entretien fut largement négligé, les laissant se détériorer. Avec le renouveau du commerce à partir du XIe siècle, ces routes furent partiellement restaurées ou remplacées par de nouvelles voies adaptées aux besoins médiévaux. Les routes pavées médiévales, bien que moins sophistiquées que leurs prédécesseurs romains, permirent la circulation des marchands, des pèlerins et des armées. Un exemple frappant est celui des routes commerciales de la Hanse, un réseau dense qui reliait les villes d'Europe du Nord comme Lübeck, Hambourg et Bruges. Les voies facilitaient non seulement l'échange de marchandises comme le poisson, le sel et les tissus, mais elles étaient également des canaux de transmission culturelle et politique, renforçant la cohésion entre ces villes-États puissantes. Parallèlement, les innovations dans le domaine maritime ont marqué une avancée décisive dans les transports et les échanges au Moyen-Âge, surtout à partir du XVe siècle. L'introduction de la caravelle, un outil à voile conçu pour les longs voyages, révolutionna l'exploration et le commerce maritime. Développée par les Portugais sous l'impulsion du prince Henri le Navigateur, la caravelle combinait des éléments de conception européenne et arabe, comme les voiles latines triangulaires qui permettaient de naviguer contre le vent. Grâce à cette innovation, les explorateurs portugais et espagnols purent s'aventurer sur des routes maritimes encore inconnues, ouvrant de nouvelles perspectives pour le commerce mondial. Une anecdote célèbre illustre cette évolution. Lors des premières expéditions, le long de la côte ouest de l'Afrique, les caravelles permirent aux navigateurs
de contourner des obstacles naturels et de cartographier des régions auparavant inaccessibles. Ce type de navire sera plus tard utilisé par Christophe Colomb dans ses voyages vers les Amériques, prouvant son efficacité pour les grandes expéditions océaniques. Si les routes terrestres et maritimes étaient essentielles, les infrastructures de franchissement, comme les ponts, jouèrent également un rôle fondamental dans l'expansion des réseaux de transport médiévaux. Les ponts médiévaux, souvent inspirés des structures romaines, étaient essentiels pour connecter les régions séparées par des rivières ou des vallées. L'arc, une caractéristique clé des ponts romains, tels que le pont du Gard, servit de modèle pour les ingénieurs médiévaux qui construisirent des structures plus adaptées aux besoins et aux techniques de leur époque. Un exemple remarquable est le pont d'Avignon, construit au XIIe siècle, qui employait des arches élégantes et solides pour traverser le Rhône, facilitant le commerce et le passage des pèlerins. Ces ponts médiévaux étaient souvent le fruit d'un travail collectif, financé par des communautés ou des ordres religieux, et représentaient un symbole de l'union entre innovation technique et besoins sociaux. Au-delà des infrastructures elles-mêmes, les transports et les échanges au Moyen Âge ont également transformé la manière dont les sociétés interagissaient et prospéraient. Les routes et les navires ne se limitaient pas au transport de marchandises. Elles étaient aussi des vecteurs de diffusion des idées, des technologies et des pratiques culturelles. Par exemple, les routes de pèlerinage, comme le chemin de Saint-Jean de Compostelle, étaient des itinéraires non seulement spirituels, mais aussi commerciaux, favorisant les interactions entre des régions éloignées. De même, les ports médiévaux, comme Venise, Gênes ou Bruges, devinrent des carrefours où les marchandises d'Orient et d'Occident, ainsi que les traditions et les savoirs, se mélangeaient. La révolution culturelle et éducative au Moyen Âge constitue l'une des transformations les plus significatives de cette période, souvent sous-estimée. Loin d'être une ère d'obscurantisme, le Moyen Âge a vu la naissance d'institutions durables, d'outils révolutionnaires et de pratiques intellectuelles qui ont profondément marqué l'histoire de l'éducation et de la transmission du savoir. À travers des avancées telles que la fondation des universités, l'invention des lunettes et l'imprimerie, cette période a jeté les bases des grands bouleversements intellectuels de la Renaissance et de l'époque moderne. Les universités médiévales, qui ont émergé au XIIe siècle, représentent une véritable révolution dans l'organisation du savoir. Elles marquent le passage d'une éducation monastique, centrée sur les textes religieux, à un système plus structuré et accessible qui couvre une variété de disciplines, de la théologie au droit, en passant par la médecine et les sciences naturelles. Ces institutions ont vu le jour dans des villes en plein essor, telles que Paris, Bologne et Oxford, devenant rapidement des centres névralgiques de la pensée européenne. L'Université de Paris, fondée vers 1200, est un exemple emblématique de cette transformation. Elle se distingue par ses débats intellectuels animés, souvent entre théologiens et scientifiques. Une anecdote célèbre met en lumière les discussions autour des travaux d'Aristote, dont les idées, redécouvertes à travers les traductions arabes, suscitaient des controverses sur leur compatibilité avec la doctrine chrétienne. Les érudits comme Thomas d'Aquin, qui cherchaient à concilier foi et raison, jouèrent un rôle crucial dans ces échanges qui façonnèrent les bases de la scolastique médiévale. Parallèlement à l'essor des universités, des innovations techniques ont contribué à améliorer les conditions d'études et la diffusion des connaissances. L'invention des lunettes au XIIIe siècle est l'une des avancées les plus marquantes de cette époque. Avant leur apparition, les érudits, copistes et lecteurs, souffrant de problèmes de vision, étaient grandement limités dans leur capacité à travailler efficacement. Les premières lunettes, souvent rudimentaires, consistaient en des lentilles convexes montées sur des cadres simples. Elles furent particulièrement utiles pour les copistes qui devaient transcrire des manuscrits pendant de longues heures à la lumière vacillante des bougies. Roger Bacon, un moine et savant anglais, fut l'un des premiers à théoriser l'utilisation de lentilles pour corriger la vision. Visionnaire dans son approche scientifique, il comprit l'importance des outils optiques pour soutenir l'étude et la contemplation intellectuelle. Grâce à des innovations comme les lunettes, les érudits du Moyen Âge purent prolonger leur productivité et approfondir leurs recherches, même en vieillissant. Un autre tournant décisif dans la révolution culturelle et éducative du Moyen Âge fut l'invention de l'imprimerie à la fin de cette période. L'impression mécanique, introduite par Johannes Gutenberg au milieu du XVe siècle, changea à jamais la manière dont le savoir était utilisé. Avant cette innovation, les livres étaient copiés à la main,
un processus laborieux et coûteux qui limitait considérablement leur accessibilité. Gutenberg, en perfectionnant la technique des caractères mobiles en métal, rendit possible la productivité de livres en série. Sa première réalisation majeure, la Bible de Gutenberg, imprimée en 1455, représente non seulement un chef-d'œuvre technique, mais aussi un symbole de cette transformation culturelle. Une anecdote célèbre raconte que les premiers exemplaires de cette Bible furent accueillis avec stupéfaction par les érudits et les religieux, tant leur qualité et leur uniformité étaient impressionnantes. L'imprimerie permit de démocratiser l'accès aux textes, qu'ils soient religieux, scientifiques ou littéraires, en réduisant leurs coûts et en augmentant leur disponibilité. Elle posa les bases de la réforme protestante, de la Renaissance et des Lumières, permettant une diffusion rapide des idées à travers l'Europe. Les arts et les métiers médiévaux témoignent d'un génie quotidien qui, à travers une multitude de disciplines, a profondément marqué la société de l'époque et laissé une empreinte durable sur l'histoire. Cette période, parfois qualifiée de sombre, est en réalité foisonnante d'innovations techniques et artistiques. Les vitraux, les horloges mécaniques et les métiers techniques, comme la forge ou la filature, illustrent parfaitement cette créativité appliquée à des besoins spirituels, pratiques et sociaux. Il reflète l'ingéniosité de ces artisans et ouvriers qui, souvent anonymes, ont façonné le visage des villes et des campagnes médiévales. Les vitraux constituent l'une des expressions les plus éclatantes de l'art médiéval. Ces fenêtres colorées, présentes dans les églises et cathédrales, ne servaient pas seulement à embellir les édifices religieux, mais aussi à enseigner et à inspirer les fidèles. À une époque où la majorité de la population était analphabète, les vitraux jouaient un rôle pédagogique essentiel, racontant des scènes bibliques, des scènes de saints ou des allégories morales à travers des images saisissantes de couleurs et de lumière. La cathédrale de Chartres, en France, est l'un des exemples les plus remarquables de cet art. Ces vitraux, datant du XIIe et du XIIIe siècle, sont d'une complexité et d'une beauté incomparables. On y voit par exemple la célèbre Rosace Nord, qui illustre des scènes de l'Ancien Testament. Ces œuvres étaient en quelque sorte les bandes dessinées de leur temps, capturant l'imagination des fidèles tout en leur transmettant des messages religieux et éthiques. La fabrication des vitraux demandait une maîtrise technique remarquable. Les artisans devaient travailler le verre à haute température, le colorer à l'aide d'oxyde métallique, puis assembler les pièces dans des cadres de plomb avec une précision exceptionnelle. Parallèlement à cet art monumental, les horloges mécaniques, apparues au XIVe siècle, représentent une autre prouesse du génie médiéval. Avant leur invention, le temps était principalement mesuré grâce à des dispositifs rudimentaires comme les cadrans solaires ou les sabliers. L'arrivée des horloges mécaniques marqua une véritable révolution dans la gestion du temps, tant pour les individus que pour les collectivités. Une anecdote célèbre évoque la première horloge publique connue, installée à Milan en 1335. Placée dans la cour de la ville, elle marquait les heures pour l'ensemble des habitants, rythmant leur vie quotidienne et facilitant l'organisation sociale et commerciale. Ces horloges étaient souvent de véritables œuvres d'art, mêlant techniques de pointe et éléments décoratifs. Elles symbolisaient également l'importance croissante accordée au temps dans une société en pleine mutation, où les activités économiques et les prières collectives nécessitaient une coordination plus précise. Les métiers techniques, enfin, illustrent l'ingéniosité appliquée à la production et aux outils du quotidien. La filature, la forge et la fabrique d'armes sont autant de domaines dans lesquels les artisans médiévaux ont développé des innovations majeures. Dans le domaine textile, par exemple, les progrès dans le filage de la laine et du lin ont permis une production accrue de tissus, essentiels pour les vêtements et les voiles des navires. L'invention de la roue à filet, au XIIIe siècle, augmenta considérablement la productivité des fileuses, répondant ainsi à la demande croissante de textiles dans les villes en expansion. De même, la forge connut des avancées notables avec le perfectionnement des techniques de traitement du fer et de l'acier. Ces progrès furent particulièrement importants dans la fabrication d'armes et d'armures, nécessaires pour équiper les armées médiévales. Les épées forgées dans les ateliers européens rivalisaient de qualité avec celles des artisans du monde islamique, célèbres pour leur acier de Damas. Les artisans médiévaux, qu'ils travaillent le verre, le tissu ou le métal, faisaient ainsi preuve d'une ingéniosité quotidienne qui témoignait de leur capacité à répondre aux défis de leur temps.
Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par ma page Tipeee et à utiliser le bouton merci juste sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt, ou peut-être même à tout de suite si vous choisissez de visionner une autre vidéo de la chaîne.